de la voix de l'éveil. Et là, c'est un peu l'occasion d'en parler, puisqu'on va parler de ce que veut faire Frédéric Amani dans la préparation de l'élection présidentielle, voir un petit peu, lui, qu'est-ce qu'il va apporter comme message, comment il veut éveiller la conscience de ses compatriotes. On en parle dans Causement Réunionnais. Frédéric Amani, bonsoir. Bonsoir Jesmi, bonsoir Johnny, bonsoir et tout le monde. Bonsoir à Johnny Arnachelum. Bonsoir. La question, je disais tout à l'heure, de l'éveil, c'est... Il y a des gens qui ont dû vous demander, mais qu'est-ce que vous faites dans cette galère, entre guillemets? Je me trompe? Oui. Il y a des gens qui sont venus me voir et qui me disent « Mais je ne vois pas où tu veux aller. Je ne vois pas ce que tu veux... Mais où tu vas ?» Et ben, je leur réponds tout simplement que ce que je fais, la vision que j'ai, c'est la vision de personnes comme elle, qui puissent parler de ce que nous pensons, qui puissent l'exprimer à tous les Réunionnais, qui puissent, si nous avons des solutions, des projets, ben faire en sorte que ces solutions, ces projets soient mis en œuvre et que c'est une voie possible pour le faire. Et là, quand on dit l'éveil, la voie de l'éveil, est-ce que le citoyen réunionnais, français en particulier réunionnais, mais de manière générale, le citoyen français, est-ce qu'il est conscient que le pouvoir qu'il a de peser sur le devenir de la société par un vote, est-ce qu'il est conscient aujourd'hui de cette réalité-là? Non. J'ai l'impression que les citoyens que nous sommes, français, réunionnais, nous ne voyons pas nos possibilités, notre pouvoir. Ça se comprend aussi parce que c'est un pouvoir qui est individuel. Et c'est la somme des pouvoirs individuels qui va faire que on a un pouvoir collectif. Mais si nous restons isolés les uns les autres dans notre coin, dans notre schéma de pensée, nous ne voyons pas que nous sommes nombreux. Et quelque part, cette candidature, elle permet d'agglomérer les pouvoirs individuels et de montrer que il y a toi aussi, il y a ces idées-là. Et finalement, on a une force qui s'exprime. Anna Chelem, vous avez mené beaucoup de combats dans le monde économique et l'union fait la force. L'union fait la force, mais pour l'instant, elle fait la force que ceux qui ont un poids sur l'économie. Ils sont peu nombreux, mais ils sont solidaires, ils ont la force pour eux. Nous, on est éparpillés, trop éparpillés, pas de conscience vraiment de ce qu'on représente. Et voilà. Et donc, on subit puisqu'on est acteur de notre développement. C'est un paradoxe. Eux sont peu nombreux, mais ils sont une vraie force. Oui. Nous, on est beaucoup plus nombreux. On pourrait être une force bien supérieure, mais on n'est pas capable. On n'est pas capable de nous fédérer. Pas encore. Pas encore. Mais ça va venir. Pourquoi pas encore? Parce que dans le parcours que je fais, que nous faisons, parce que c'est un travail d'équipe, comme je dis toujours, nous voyons bien qu'il y a une amélioration, il y a une compréhension, il y a un éveil des consciences, comme tu dis, et les choses changent pas à pas, petit à petit. Le fait que moi-même, je parte sur une candidature présidentielle, c'est quand même un sacré changement, puisque ça ne s'est jamais vu à l'île de la Réunion que quelqu'un comme ça de la citoyenneté qui s'en va dans une élection présidentielle. Ce qui veut dire qu'on prend conscience aussi de notre pouvoir, on prend conscience de nos possibilités. Et je trouve que, comme disait Johnny, il y a des choses à faire. On est une force, toi aussi tu le disais, nous sommes nombreux. Pour l'instant, nous n'avons pas encore pris en main notre pouvoir collectif en fait, parce que c'est un pouvoir collectif qu'il faut construire. Mais je sens que les choses changent. La question aujourd'hui de l'individu face à ce contexte-là. Soyons honnêtes, quand on est un citoyen, quand on regarde les institutions, on regarde les associations, on regarde les chambres consulaires, on est une fourmi face à ces monstres que sont les institutions, les associations, les chambres consulaires, la politique. Mais on se dit toujours, mais comment est-ce que je peux, ne serait-ce que ébranler la structure? Eh ben, je pense que, pour moi, je fais le choix de véhiculer ce changement
à travers la voie citoyenne. Je pense que c'est un autre canal qu'on n'a pas exploré jusqu'à maintenant. Et pour peu qu'on démontre qu'il y a des marges de manœuvre, je le disais, hein, je te donne un exemple. Par exemple, il y a là cette problématique de fret. Et vous savez, enfin, je ne sais pas si tout le monde en est conscient, mais le conteneur qui arrive à La Réunion, qui est payé par le distributeur, qui paye son conteneur plein, le retour à vide est déjà pris en charge. C'est-à-dire que nous tous, nous payons ce retour à vide du conteneur qui quitte La Réunion et qui repart. On a un potentiel qu'on n'imagine pas à remplir ces conteneurs-là. Donc ça, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais on a des pistes. On a une autre piste qui est liée à notre statut de département outre-mer, donc appartenant à l'espace européen. RUP, les régions ultrapériphériques. Tout à fait, qu'on n'exploite pas suffisamment. Et donc, ça veut dire que tous les produits qui sont fabriqués à La Réunion peuvent rentrer sur le marché européen, enfin, ne peuvent pas rentrer sur le marché européen sans taxe, du moment qu'il y a une valeur ajoutée locale. Ça, ce potentiel-là, il est minimisé par la force publique. Comme on le disait, quand vous me dites que il y a toutes ces instances, ces politiques, les instances censées représenter le monde économique, mais tout ça, c'est mis sous coupe réglée. On a bien vu que la Chambre de commerce, Chambre des métiers ne sont que des chambres d'enregistrement du pouvoir politique. Vous avez vu avec les deux présidents sortants d'ailleurs. Donc le politique met la main sur tout ça et il n'y a pas de débat véritable. J'en parle mieux au niveau du monde économique, parce que nos représentants sont censés être Chambre des métiers, Chambre de commerce, et ces deux-là, ils ne peuvent pas exprimer ce qu'un chef d'entreprise vit tous les jours, ses difficultés. Parce qu'ils ont un pied dans l'économie et un pied dans la politique. Tout à fait. Et ils subissent la vision du politique, et tout ce qu'ils vivent, ils ne peuvent pas le mettre en avant. D'accord. Et ce que tu le dis très bien, c'est-à-dire que nous sommes comme des fourmis dans une fourmilière avec une centralisation du pouvoir. Et quelque part, il faut bouger cette centralisation du pouvoir. Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord que l'individu, le citoyen, lui-même d'abord doit se faire violence? Parce que bien sûr. La question, on le voit à chaque manifestation, à chaque élection, on voit que celui qui est le plus difficile à bouger, c'est le citoyen. C'est pas les politiques qui sont en place ou les structures ou les pouvoirs qui sont en place. C'est le citoyen qui, lui, a depuis un moment donné renoncé à son pouvoir, renoncé à son combat et accepté d'être le mouton d'un nom de la farce. Le citoyen, à mon avis, a déjà lâché prise. Quand on voit la fréquentation aux élections, quand on voit le suffrage exprimé, ça le démontre. Ils ne font plus cas de ce que les politiques peuvent leur vendre. Parce qu'ils ont l'impression que tout a été dit, tout a été fait, et quand bien qu'on leur a proposé quelque chose, on fait le contraire de ce qu'on a dit. Donc pourquoi encore se déplacer? Maintenant, à nous de montrer notre crédibilité, de montrer qu'il y a une analyse derrière tout ça et qu'on peut renverser la tendance. Si on laisse les choses comme ça, on va habituer des gens, c'est réellement une habitude, de voir les mêmes au pouvoir, les mêmes qui vont concentrer les pouvoirs et qui vont faire ce pourquoi ils sont là. Non pas, à mon avis, pour l'intérêt général, mais pour l'intérêt particulier de quelques lobbies. Ce que Johnny dit, c'est quelque part, et c'est ce que nous faisons, c'est proposer une nouvelle offre politique. Je ne trouve pas les Français, les citoyens, si indifférents. Au contraire, je les trouve quand même assez perspicaces, parce que quand l'offre politique ne les convient pas, ils ne se mobilisent pas. Mais je ne suis pas sûr, et je suis même sûr du contraire, c'est-à-dire que si une offre politique leur convienne, ils sont prêts à se bouger. Et c'est là-dessus que nous jouons. Proposons une offre politique nouvelle, avec une vision nouvelle qui est censée nous représenter, nous, de là où sont nous-mêmes, quoi. Proposons-la et voyons voir si nous nous reconnaissons dans cette offre et si nous pouvons ensuite porter cette offre ensemble. Donc, c'est construire vraiment une offre politique nouvelle. Mais construire une offre politique nouvelle. Oui. Malheureusement, c'est souvent les personnes qui sont déjà en place depuis 20, 30, 40 ans qui à chaque fois disent « voilà une offre politique nouvelle ». Qui doit proposer cette offre politique nouvelle? Ceux qui sont là depuis 30, 40 ans ou il doit émerger de la population
des individus capables de faire cette offre nouvelle. Moi, je pense exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, doit émerger de la population des individus porteurs de cette offre nouvelle. Mais elle émerge de la population. Elle n'émerge pas du milieu qui existe déjà et qui fait que notre société est dans l'état qu'elle est aujourd'hui. Il n'est pas compliqué pour nous d'identifier les offres politiques anciennes et les personnes qui y sont liées. Aujourd'hui, on le sait. Par contre, faire en sorte de permettre à une population d'identifier des offres nouvelles et les propositions nouvelles, ça demande, on est en plein dans cette phase, une énergie à déployer. Merci de nous accueillir. Ça demande aussi une construction, un travail, tout un ensemble de choses qui sont en train d'être mises en place, qui prouvent aussi notre présence ici à ce type d'échéance. Ça veut dire qu'il y a tout un chemin dans le passé qui a été fait par notre société. Je dirais par mes parents, par les parents des personnes qui agissent, l'éducation, tout un préalable en fait qui est déjà construit, qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Donc ne pas négliger cette phase-là et ne pas penser que nous partons de zéro. Les gens savent quels sont leurs problèmes aujourd'hui et ils savent quelles solutions permettraient de régler leurs problèmes. Là, je reviens à ça. Depuis des années, HLM met en avant ce problème de fret à La Réunion. C'est un avantage, je dirais, pour les entreprises de ne pas avoir à payer le transport de leurs produits jusqu'à la métropole ou jusqu'à l'Europe et de ne pas avoir donc à intégrer le coût de transport dans le produit. Donc le produit peut se vendre à des prix plus compétitifs. Mais jusqu'à ce jour, personne n'a saisi cette opportunité. Alors pourquoi il faut se poser la bonne question. Pourquoi ? Parce que les entreprises qu'on a ici à La Réunion se font fort de mettre un octroi de mer comme barrière pour organiser, à mon avis, des rentes de situation ici à La Réunion. Et quand il s'agit d'aller prendre des marchés à l'extérieur de La Réunion, ils ne le font pas à partir de La Réunion puisqu'ils installent leur propre usine dans ces pays-là. C'est pas ce qu'il faut faire. C'est les inciter à produire à La Réunion pour exporter et non pas se servir de la rente de situation qu'ils ont à La Réunion pour pouvoir mettre des usines dans les pays. Ça ne profite à personne dans notre économie. C'est ça qu'il faut renverser. Si, ça leur profite à eux. Oui, ça leur profite à eux. C'est bien ce que je dis. C'est que tout est organisé pour un certain nombre de personnes ou d'entreprises. Justement, comment aujourd'hui, avec ce contexte-là, on parle de rente de situation, nous avons un système économique basé sur un système colonial. D'accord ? On s'est toujours servi depuis 1664. L'évolution de La Réunion a servi surtout d'envoyer des produits, des épices à la métropole. On a fait en sorte que La Réunion soit une base arrière, la canne à sucre, le café, la canne à sucre devait servir de ça. Alors, on ne parle pas des épices. Mais on n'a jamais voulu vraiment faire de La Réunion un territoire où l'économie peut se développer, où l'économie est une vraie force. Ça, c'est une réalité, malheureusement. Tout à fait. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'il y a une décision, enfin, c'est une politique qui est, je ne sais pas d'où, enfin, c'est une politique qui est mise en place de faire des DOM que des cellules, que des économies de consommation et non pas de production. C'est fait comme ça. Mais pour sortir de là, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Pour dire qu'on n'est pas simplement, on ne doit pas nous traiter comme des consommateurs en puissance, mais il faut qu'on regarde de notre côté les potentialités que peuvent revêtir nos territoires. Et depuis Colbert, les confettis de l'Empire ont été surtout des économies de comptoir. Tout à fait. Jusqu'à maintenant. Ben justement, il me donne l'articulation pour la suite, c'est-à-dire que ce dont vous êtes en train de parler, qui concerne la production extérieure, la délocalisation et la production extérieure, et nous utiliser comme économie de comptoir. Ça nous demande, tu disais, on a toujours. Il faut bien identifier ce on. Qui est ce on ? Qui sont-ils pour que ces on-là ne continuent pas à mener cette politique de comptoir ? Donc, séparer ce on du nous. Tu vois ? Il y a une démarche à faire pour identifier quelles forces sont pour une économie de comptoir, quelles forces sont pour une économie de production locale, et à ce niveau, porter cette force à un niveau qui peut négocier. D'où notre démarche, notamment au niveau de ces présidentielles. C'est-à-dire que
les lois de marché qui concernent la Réunion sont les lois de marché qui concernent notre pays, sont des lois de marché qui se négocient au niveau des chambres nationales, au niveau d'un gouvernement, au niveau de Bruxelles. Voilà, c'est ce qu'il y a à dire. C'est d'abord au niveau de Bruxelles. Au niveau de Bruxelles, du on pèse à partir du moment qu'on a une influence dans un gouvernement, pas quand on a une influence à un niveau local. Au niveau local, on subit la politique nationale et la politique de Bruxelles. Mais la France, deuxième pays de l'Union européenne, si elle donne une orientation politique à Bruxelles, avec la loi de l'unanimité, ne serait-ce, la politique de Bruxelles, elle va devoir stopper et commencer à réfléchir à comment satisfaire à la demande du deuxième plus grand pays d'Europe, plus grosse puissance d'Europe. Mais là, on revient quand même à ce problème qu'on a commencé à parler depuis le début de cet échange, c'est que qu'est-ce que devient la Réunion, que deviennent les Réunionnais dans ce schéma? Acteur. Ben, si on reprend ce que De Gaulle disait lorsque il a commencé à porter la décolonisation, il a voulu se séparer de l'Empire, en tout cas d'une grande partie de l'Empire, pour garder l'argent, pour développer le territoire métropolitain. Et là-dessus, personne ne peut le lui reprocher, parce que les autoroutes, les aéroports... Tu dis qu'il a voulu se séparer de l'Empire ? Ah oui, l'Algérie, c'est lui qui a décidé. Est-ce que c'est pas non plus une démarche algérienne aussi ? Oui, l'Algérie voulait l'indépendance, mais De Gaulle avait les moyens de retenir un peu l'Algérie dans le giron français. Mais De Gaulle a voulu faire en sorte que l'Indochine, que l'Algérie, que certains territoires, y compris d'Afrique, reprennent leur indépendance et se débrouillent avec leurs moyens, et que la France n'ait plus à injecter l'argent sur des territoires pour lesquels elle n'avait plus d'affinité, peut-être. Attention, enfin, je dis attention dans le sens de du message. C'est-à-dire que ces pays-là sont des ressources actuellement encore de matières premières. Ah non, mais c'est pas le pays, ces pays-là, les pays sont devenus indépendants. C'est de la France, de sa façon qu'elle a de développer son économie. Oui. Parce que De Gaulle disait qu'il fallait construire les autoroutes, il fallait construire avoir des moyens, je dirais, modernes pour être parmi les meilleurs. Oui. Et c'est le choix de Gaulle. Mais encore une fois, quand on regarde aujourd'hui à La Réunion, et là c'est un autre niveau, sur un territoire bien moindre, comment, et en restant dans le giron français, bien sûr, en étant français toujours, comment les Réunionnais qui sont français peuvent développer leur territoire aujourd'hui? C'est ça la question. Oui, tout à fait, oui. Eh ben, peut-être là, bon, il y a une piste. Je vois un peu les expériences qui sont menées par ailleurs. Je vois par exemple une expérience qui est intéressante, c'est la monnaie locale. C'est une expérience qui, à mon avis, est intéressante parce que si elle est bien pensée et si elle est bien menée, ça peut faire en sorte qu'on crée une économie locale où les gens vont s'identifier et vont pouvoir développer cette économie locale. Alors, pourquoi ça n'avance pas? Enfin, moi, je vois ça avec un regard extérieur. Pourquoi jusqu'à maintenant cette expérience n'a pas pu être menée jusqu'au bout? C'est parce que pour qu'elle soit intéressante, il faudrait que nos politiques disent, voilà, sur les minima sociaux qui sont versés, il faudra les verser en monnaie locale pour qu'elles restent dans une économie locale et qu'elles profitent à des producteurs locaux. Mais sauf que... Tant qu'on le mettra ça simplement là et qu'on ne protégera pas la source, qu'on n'alimentera pas cette économie locale faite à partir d'une monnaie locale, elle ne pourra pas avancer. Cette expérimentation n'est pas possible à La Réunion. Pour La Réunion, faut se rappeler l'amendement d'y rappeler. Rien ne peut être expérimenté sur le territoire réunionnais. C'est possible. Elle est faite déjà, l'expérimentation en métropole. Il y a des monnaies locales en Corse, en Bretagne. Oui, mais tant que ça ne devient pas une loi pour tout le territoire, on ne peut pas le faire à La Réunion. Non, mais on le fait déjà dans des départements français. Oui, métropolitains. Mais si on reprend l'amendement Virapollet, on ne peut pas. Il faut que ce soit une loi
pour tout le territoire national, pas seulement expérimenter sur un département. C'est ça l'amendement Virapollet. On ne peut pas expérimenter. Ce que Johnny dit, c'est que cette loi concernant cette expérimentation, et qui n'est pas... qui est déjà effective d'ailleurs, elle est déjà là. C'est-à-dire que c'est un outil à développer pour la Réunion comme il est déjà fait ailleurs. Et d'ailleurs, qui n'est pas au stade d'expérimentation. Il serait expérimental chez nous parce que c'est nouveau chez nous. Ce n'est pas une expérimentation de l'État. Non, c'est déjà mis en place dans certains... Oui, dans certains là, territoires on n'a pas à métropolitains. manœuvrer au niveau de cette loi de l'amendement Virapollet, en fait, pour la mettre en place chez nous. Comment nous, à La Réunion, avec les élus que nous avons, nous pouvons expérimenter ça? C'est bien ce que nous tous disons. C'est que le là et le nous. Et de l'autre côté, tu parles de monnaie locale, mais il y a aussi la monnaie libre qui elle est aussi déjà locale. Par contre, elle est déjà déployée à La Réunion, qui est aussi un autre outil de développement. Mais ces outils-là qui ne sont pas connus du plus grand nombre. Nous avons des usagers à La Réunion qui connaissent ces domaines, qui sont experts de ces domaines et qui peuvent faire comprendre aux gens tout simplement l'intérêt aux économies locales, aux artisans, l'intérêt d'avoir ce type d'outils monétaires sur un territoire tel que celui de La Réunion, qui permet de protéger d'une part les marchés, qui permet aussi d'avoir d'autres avantages. Il faudrait une émission complète pour développer l'aspect monnaie. Mais voilà, ces outils-là ne passeront pas ou ne passent pas, parce que on n'en entend pas parler, par les canaux habituels de ceux qui ont le pouvoir. D'accord. Donc ça va être un autre, ça va être un autre thème question de réunion à discuter, c'est de savoir quelle information, quelle communication pour pouvoir délivrer les bonnes informations à la population. C'est pour ça que je dis que nous avons nos experts à La Réunion au niveau de la citoyenneté globalement qui ont des solutions par rapport aux problèmes que nous vivons tous les jours, mais nous avons aussi les rouages dans lesquels il faut investir pour pouvoir faire en sorte que ces solutions que nous portons puissent atterrir dans nos vies quotidiennes et améliorer nos situations, nos économies, notre développement et tout ce que nous avons besoin d'améliorer. Pour ça, nous avons encore besoin de soutien. Alors, allez-y. Et donc, nous lançons un appel aux Réunionnais, aux Français, à nous soutenir sur primairepopulaire.fr, www, et là, à me parrainer, donc à s'inscrire et proposer ma candidature, Frédéric Amani, et valider, tout simplement. Merci Frédéric Amani, merci également à si je peux rajouter quelque chose, c'est que cette initiative nous permet d'avoir une formidable tribune pour justement mettre en avant ce genre d'expérimentation menée et qui peut être bénéfique pour notre territoire. Alors, dans ce cas, je vous revois la semaine prochaine. On va continuer ne serait-ce que pour parler de monnaie et de cette expérimentation. Merci Frédéric Amani, merci également à Anna Chalom pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt.